Right. Alors, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Moussa Komara en ligne. Un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous accueillir à cette édition. Je crois on doit être autour de la 7e maintenant. Voilà, édition de webinaire organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Dans le contexte de crise de COVID-19, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dans la dynamique d'apporter un soutien aux entreprises, de leur donner des conseils, de leur permettre d'approprier certaines approches qui les aideront bien entendu à juguler, à réduire l'impact négatif les impacts négatifs de cette crise sur les activités, mais également à leur donner la possibilité de remonter la pente et de rester productive durant cette période de crise. Alors, le plaisir est pour nous de présenter cette thématique qui, je pense, est tout à fait pertinente. Innovation, digitalisation et agilité des PME en Afrique de l'Ouest. C'est sûr que les entreprises ont besoin de faire preuve d'innovation pour pouvoir s'en sortir en cette période. Les modèles économiques sont bousculés, les réorganisations, les modes d'activité sont bousculés et donc il faut innover pour pouvoir voilà, résister et même continuer à progresser, continuer à faire du chiffre. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir un intervenant de haut niveau que je vais me faire fort de vous présenter en quelques mots, tant il y a à dire. Alors, notre intervenant, c'est Dr Mafini Dosso, Dr Mafini Saratou Dosso, PhD. Alors, elle est économiste, spécialiste en économie de l'industrie et de l'innovation, diplômée de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Il faut savoir que Dr Mafini travaille actuellement comme économiste et chef de projet au Centre commun de recherche CCR de la Commission européenne. Et elle travaille sur un projet, ce projet s'intitule Spécialisation intelligente dans les domaines, dans les économies africaines innovantes et informelles. Donc vous comprenez qu'elle est vraiment dans son domaine. Et c'est un projet qui porte sur l'analyse des politiques de soutien à l'innovation et sur le renforcement de compétences en matière de décision publique pour booster les capacités d'innovation des PME et des entrepreneurs locaux. Notre intervenant totalise plus de 12 années d'expérience dans l'étude des politiques d'innovation et du développement industriel et technologique des pays et des régions d'Europe et d'Afrique. Et Dr Mafini fait partie du comité technique indépendant du Fonds régional de bourse d'études et d'innovation du PACET et des membres du ICBNF, International Committee Banking and Finance. Et Dr Mafini soutient également la promotion des femmes entrepreneurs, voilà, des jeunes entrepreneurs et des centres d'innovation digitale de son pays et de l'Afrique en général. Son pays, c'est la Côte d'Ivoire, bien entendu. Et Dr Mafini parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Je peux vous dire qu'elle est véritablement trilingue. J'ai eu l'occasion à l'occasion d'une conférence au Zimbabwe, de la voir switcher de manière assez aisée entre ces trois langues. En tout cas, un plaisir pour nous, docteur, de vous recevoir ce matin. Merci de vous être rendu disponible pour cette session. Et je suis convaincu que l'assistance voilà, aura plaisir à vous écouter, à échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous laisse la parole. Et voilà, le principe, il est simple. Vous aurez un temps de présentation et après, on va donner le soin à l'assistance de poser des questions. Mais si dans la présentation, vous voulez des interactivités, n'hésitez pas, vous me dites, moi, je pourrai lire les différentes interventions. Et s'il y a des personnes qui désirent prendre la parole, on va ouvrir le micro pour que ces personnes s'expriment de vive voix. Voilà. Donc, à vous, docteur. Merci beaucoup, Moussa. Merci beaucoup, monsieur Moussa Komara. On a beaucoup échangé avec Moussa depuis Harare et je suis vraiment très contente aujourd'hui d'être parmi vous. Donc, bonjour, très chers participants et participantes. Donc, comme Moussa l'a dit, je ne vais pas répéter mon profil, mais je suis doctorante, diplômée en économie de l'innovation et de l'industrie. Et le thème qu'on aborde aujourd'hui,
est exactement le thème de la problématique de politique d'innovation sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai un intérêt particulier, comme vous l'avez compris, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, parce que moi-même, je suis ivoirienne, mariée à un Ivoirien avec toute ma famille en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait des centaines de séminaires dans les 5-6 dernières années. Et je pense que celui-là, c'est le séminaire de mon cœur. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à revenir vers moi via LinkedIn, via Twitter. Je suis plutôt réactive sur les communications à base de réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de ce que vous avez dû observer dans votre environnement, où vous en avez entendu parler, où vous avez été témoin, où vous avez été vous-même acteur de ce nouveau processus. Donc, comme il a été dit en avant, la crise qu'on traverse actuellement, je ne vais pas revenir sur les détails, mais est très exceptionnelle et très extraordinaire dans son ampleur et aussi dans ses impacts un peu transversaux sur les différents secteurs de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a une chose qui, on va dire, nous les théoristes de l'économie de l'innovation, un phénomène qui, on va dire, nous permet de lutter contre le Covid, nous permet à tous en tant qu'acteurs, entreprises ou décideurs politiques ou chercheurs. Et alors, je vais essayer de... Voilà, très bien. Donc, c'est une capture d'écran de Harvard Business School. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est la seule bonne chose causée par le Covid, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, qu'est-ce que c'est? L'innovation, il s'agit de résoudre des problèmes, donc d'apporter des nouvelles solutions à différents problèmes. Et le Covid, vous l'avez bien remarqué, est un problème non seulement micro, mais aussi macroéconomique et aussi global et tout aussi local. Donc, l'innovation s'est manifestée pendant cette crise de différentes façons dont vous avez été témoin. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de quelles sont ces innovations qui sont venues, qui sont nées ou on va dire sous l'impulsion ou même sous la menace du Covid. Et qu'est-ce que ce phénomène nous enseigne en tant que PME et en tant que décideurs politiques, mais aussi qu'est-ce que ce phénomène nous enseigne en termes de mise en place de politiques de transformation de long terme, de politiques de développement de long terme. La seule bonne chose du Covid 2019, c'est l'innovation. Donc, le plan de la présentation, il est très simple. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est l'innovation très rapidement, parce que je pense que c'est important de comprendre les concepts. Parfois, on a des visions un peu très étroites de l'innovation. Et aussi, quelles que sont les spécialisations intelligentes dont je parle. Mais pour pouvoir comprendre les concepts, je pense que c'est toujours bien d'avoir une application. Donc, j'ai dit que l'innovation apporte des solutions. Donc, on va voir quelles sont, dans différents secteurs, ces différentes innovations et comment elles se sont manifestées. Et on sait bien sûr que ça a été en réponse à la crise du Covid. La deuxième partie va traiter surtout une fois qu'on a cette image, une fois qu'on a cette photo des dynamiques d'innovation, des nouveaux produits, etc., qui sont créés sous l'impulsion du Covid, qu'est-ce que cela nous apprend pour nous en tant que PME? Est-ce qu'on peut déjà tirer des leçons de la crise qui est en cours pour la période après-crise? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nos PME en Afrique? La troisième section, ce sera surtout de dire, oui, les PME ont révélé qu'elles avaient certains avantages, qu'elles avaient certaines caractéristiques, d'autres plus résilientes que d'autres plus innovantes. Mais comment est-ce qu'on fait pour maintenir ces capacités d'innovation des PME et même les renforcer au-delà du niveau actuel en Côte d'Ivoire, mais j'avoue que les stratégies s'appliquent déjà dans d'autres pays dans le monde. Je reviendrai sur cet aspect. Donc, allons directement au cœur du sujet. Donc, quand on parle d'innovation, de quoi on parle? Donc, les innovations, ce n'est pas seulement la dimension technologique de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas seulement les nouveaux produits digitaux, ce n'est pas seulement l'intégration des nouvelles technologies dans les produits, etc. L'innovation, c'est beaucoup plus. L'innovation, il s'agit de créer, mais il s'agit aussi d'être capable d'adopter les nouvelles choses et aussi de diffuser ces nouvelles choses. Alors, une innovation peut prendre différentes formes. Une innovation peut être un nouveau produit, par exemple le premier smartphone fabriqué en Côte d'Ivoire, ou bien tout simplement le nouveau conditionnement pour nos céréales locales, mil, riz, etc.
ce peut être aussi de nouveaux procédés dans la façon dont nous transformons, dans la façon dont nous stockons, dans la façon dont nous traitons, soit sur des chaînes de production industrielle, soit dans des milieux agricoles, ou même des nouvelles méthodes d'organisation du travail ou de stratégie marketing, par exemple dans les industries de services. Et ce peut être encore de nouveaux marchés. Donc ça, je peux revenir sur cette notion un peu plus tard. De nouveaux marchés dans le sens où le produit n'existait même pas avant, où il existait de façon complètement différente. Donc, si vous voulez un exemple, à Abidjan, je pense que vous avez Africab. Donc, c'est un peu la même chose. Le service de taxi existait déjà, mais la façon dont on offre ce service de taxi est complètement modifiée. Donc, c'est Uber, mais c'est aussi Safer Moto au Rwanda, ou c'est encore Africab en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce que sont les spécialisations intelligentes? Et d'ailleurs, ce qui importe là dans ce terme, c'est la partie intelligente. Bon, c'est pas intelligente au sens du contraire de la stupidité, mais c'est une intelligence, on va dire, pratique. Donc, les spécialisations intelligentes, ce sont des nouvelles activités d'innovation, des nouvelles activités de transformation qui sont créatrices de valeur, que cette valeur soit monétaire, économique, ou qu'elle ait une valeur, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit environnementale, dans le sens où elle nous permet, par exemple, d'économiser sur les ressources, soit en eau, soit d'autres types en électricité, etc. Donc, les spécialisations, ces nouvelles activités, sont dites intelligentes. Pourquoi? Parce qu'elles s'appuient sur les ressources et les compétences locales, dans un premier temps. Je regarde ce que je fais et à partir de ce que je fais, je vais développer de nouveaux types d'activités. Donc, elles sont aussi intelligentes parce qu'elles essaient de répondre à des besoins du marché, de répondre aux besoins de la société. Et elles sont aussi intelligentes parce qu'elles intègrent une dimension innovante, qu'elle soit technologique ou non technologique. Ensuite, elles sont aussi intelligentes parce qu'elles sont basées sur des faits et des données vérifiables. Donc, je pense que je n'arrive pas à voir votre expression, sinon en général, quand je suis en face à face, je peux mieux rebondir. Mais ce ne sont pas des concepts, des choses, des concepts, juste des concepts ou juste des notions. Parce qu'on va voir pratiquement. Donc, si je reprends, on a vu qu'est-ce que c'est l'innovation, on sait ce que c'est, ce qu'il faut attendre des spécialisations intelligentes. La question, c'est, revenons dans le contexte du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, prenons le premier secteur, l'agriculture ou ce que d'autres personnes appellent agri-food. Quels sont les problèmes qu'on a actuellement, soit liés à la fermeture des ports, au ralentissement des chaînes de valeur, au ralentissement des opérations maritimes, de logistique? On a difficulté de s'approvisionner en intrants parce qu'il y a aussi des problèmes de l'autre côté. Ceux qui nous fournissent en intrants, que ce soit en phytosanitaire ou que ce soit en graines variées, il y a aussi des problèmes d'approvisionnement au niveau de la Chine, au niveau de l'Occident, parce que aussi leurs économies sont touchées. Qu'est-ce qu'on a constaté? Et vous l'avez tous constaté, je pense, la réduction de la fréquentation des marchés. Donc, s'il y a moins de fréquentation au marché, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a des pertes de revenus directs, mais aussi indirects, parce qu'il y a tout un écosystème de vendeurs secondaires qui s'installent aussi autour des marchés. L'accès au marché urbain est devenu plus difficile. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, c'est l'isolement du Grand Abidjan. Je ne reviens pas dessus. Mais rendez-vous bien compte qu'il y a un ralentissement des circuits de distribution du fait des contrôles même sanitaires et aussi des contrôles migratoires. Il y a un allongement des chaînes de distribution dans le temps de livraison pour les mêmes raisons. Il y a une baisse des revenus parallèles en zone urbaine et rurale. Si je ferme les marchés en zone urbaine et que ce sont les zones rurales qui fournissent les zones urbaines, vous imaginez bien qu'il y a un effet en chaîne. On a une augmentation des prix et en même temps une baisse de la qualité. Donc, l'augmentation des prix est due à la tension sur le marché, la baisse de la demande et on a aussi une baisse de la qualité à cause de l'allongement des temps de livraison. On a aussi en Côte d'Ivoire, ce qui existait déjà avant la crise, on a une certaine dépendance aux importations et aux exportations dans certains produits qui peuvent être parfois de base et aussi parce qu'on a une économie qui est beaucoup structurée autour du marché de détail, si vous voulez, de redistribution. Donc, on a beaucoup de redistribution. Donc, je disais tout à l'heure que l'innovation consiste à résoudre un problème. Donc, si vous êtes d'accord avec les problèmes que j'ai mis, et on peut allonger la liste, bien sûr, il faut donc penser, mais ces problèmes, certains existaient avant.
certains ont été accentués ou exacerbés par la crise. Quelles ont été les solutions qui ont été apportées? Donc, si on regarde, la partie de gauche n'a pas changé. Donc, c'est peut-être pour éviter que vous fassiez le lien direct entre les deux, d'accord? La partie de gauche n'a pas changé, mais face à ces problèmes, qu'est-ce qu'on a vu naître en Afrique? Qu'est-ce qu'on a vu exploser en Afrique? On a vu qu'il se développer des plateformes digitales qui lient directement les agriculteurs aux consommateurs. On a vu se développer aussi, j'écoutais aussi une jeune Kenyane expliquer comment leur plateforme arrive à lier les agriculteurs, les distributeurs et les vendeurs. Ça, c'est pour résoudre le problème du ralentissement dans les chaînes de valeur, des ruptures dans les chaînes du ralentissement dans les chaînes de distribution. On a aussi des réseaux d'agriculteurs qui s'organisent pour l'approvisionnement en intrants. On a le développement des ventes en ligne via les e-plateformes, les médias sociaux. Et moi, je suis aussi dans des groupes où je vois des entrepreneurs et il y a eu une explosion pendant cette période. Et on a une adoption dans certains pays, pas partout, des solutions digitales. Donc, des drones agricoles, soit pour asperger, mais on a aussi l'utilisation de drones pour la prise de température de masse. J'écoutais la dernière fois au journal de la RTI, les jeunes de WeFly, qui normalement font du monitoring agricole à distance et qui maintenant proposaient des nouveaux services dans la prise de température de masse, dans le tracking, etc., lié à la propagation. On a la promotion des intrants bio, la promotion des produits locaux qui s'est développée. Et vous pouvez aussi le voir en ligne, Made in Côte d'Ivoire. On a par exemple les jeunes de Granotech à côté de Mans, dans la région du Tonkoui, qui essaient de promouvoir un label en Côte d'Ivoire à la fois pour, par exemple, la viande et certains légumes, etc. Donc, ces choses qui existaient avant, en fait, elles ont été exacerbées par la crise. Et c'est pas seulement dans le secteur agricole. Dans le secteur numérique, qu'est-ce qui se passe comme problème? On a la distanciation sociale. On a un ralentissement des déplacements et les limites de charge. Tout le monde est conscient de ce que ça veut dire. On ne peut plus prendre autant de personnes, par exemple, dans nos Baka ou dans nos Woro. On a l'isolation des villes comme le Grand Abidjan, mais c'est aussi vrai pour d'autres capitales africaines. Le coût des données Internet, c'est très cher à Abidjan et la qualité n'est pas toujours de mise. Mais alors, imaginez-vous quand tout le monde est à la maison et qu'on doit tous maintenant utiliser Internet et au même moment, comment le problème peut monter en échelle. On a un certain manque de confiance dans les transactions digitales. Est-ce que si je paye en ligne, ça va passer? Bon, c'est peut-être moins vrai dans les zones urbaines, mais c'est très prononcé dans les zones rurales et autant en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, on a remarqué cette même attitude d'aversion au risque pour les transactions digitales. On a des services publics en ligne, on en a toujours, mais on en avait on a des services publics en ligne qui étaient très limités. La possibilité de pouvoir faire ces extraits ou autres documents d'identification en ligne. Et puis, on a le problème de comment on suit les chaînes de contamination et de propagation. Mais ce problème-là, il existait aussi quand on a eu Ebola. Donc là encore, les innovateurs nous ont dit, attendez, nous, on a des solutions. Donc, les transactions par mobile money, tout le monde les connaissait. Mais maintenant, elles ont atteint une échelle telle que elles ont atteint une très grande échelle. La deuxième chose, c'est qu'on a vu le paiement et des transferts sociaux par mobile money. On a vu le paiement aux personnes considérées les plus vulnérables. On a vu aussi se développer le travail à distance en ligne et les e-conférences. Et je me souviens qu'il y a déjà 1 an ou 2 ans, quand on demandait à certaines PME en Côte d'Ivoire, mais non, ça coûte trop cher, on n'arrive pas à suivre les travailleurs en ligne, etc. Ça vaut pas la peine, etc. Mais maintenant, tout le monde est obligé de le faire. Donc, ce sont des innovations qui existaient, mais qui ont pris une très grande échelle maintenant. Certains services de l'administration publique sont passés en ligne, certaines cotisations de sécurité sociale, et il y a eu des développements d'applications de géolocalisation pour les suivis des chaînes de contamination, par exemple, et ça a été développé par certains makers du Waga Lab au Burkina Faso. Il y a aussi les applications de prise de température à partir de la photo, etc., etc. Dans l'industrie manufacturière, donc là, dans l'industrie manufacturière, comme je disais, on a eu des turbulences dans les chaînes de valeur mondiale. On a eu des ralentissements portuaires, des ralentissements aux frontières. Face à ça, on a une grande dépendance aux importations et en même temps, on a tendance à exporter des produits bruts ou peu transformés. Donc,
J'ai écouté encore un autre reportage à la télévision la dernière fois et on expliquait la perte du chiffre d'affaires lié à la filière mangue en Côte d'Ivoire parce que les marchés occidentaux, on a eu une baisse de la demande sur les marchés occidentaux par rapport à certains produits locaux. Donc, il expliquait que près de 30% de la production de mangue allait peut-être pas trouver de sortie. On a une tendance à la diversification industrielle dans les pays africains qui est très limitée en Afrique de l'Ouest notamment. Ça veut dire quoi? Qu'en priorité, on fabrique des produits très simples et on n'est pas encore capable ou on ne fait pas encore des produits beaucoup plus complexes qui vont être demandés et qui vont valoir plus en termes de revenus. Ensuite, on a des exportations, comme je disais, de produits bruts ou peu transformés. Donc, on peut voir les problèmes qu'il y a et en même temps, on peut penser aux innovations qui existent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il pouvait avoir des fabrications de gel hydroalcoolique et d'autres produits cosmétiques. On a vu qu'il y avait des entreprises qui étaient capables de fabriquer des visières et autres appareils de protection médicaux. Beaucoup d'entreprises dans le textile se sont converties à la fabrication de masques avec la certification nécessaire. On a aussi eu des opérateurs, je pense des inventeurs de la Fédération ivoirienne des inventeurs FINDICI, qui ont ici créé des stations de lavage de mains. Le Baby Lab à Bobo, qui est capable presque de fabriquer des ventilateurs pour la respiration artificielle, avec l'utilisation des technologies 3D, le cache-nez réutilisable, etc., etc. Maintenant, si on regarde le dernier secteur, qu'est-ce qui se passe? On a encore des problèmes. Fermeture des écoles et des universités. L'offre d'éducation et de formation en ligne était très limitée. Bon, quand on parlait de l'université virtuelle en Côte d'Ivoire, beaucoup disaient « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» Donc, maintenant, ils ont certainement une avance dans la gestion, en tout cas, de ces nouvelles dynamiques. La connectivité Internet est faible et une grande partie de nos territoires ne sont pas correctement connectés au réseau, ne sont pas connectés, ou bien quand ils sont connectés, ils ont l'Internet qui n'est pas de très bonne qualité. Et là encore, on a vu l'inventivité de nos innovateurs ou l'inventivité de nos innovateurs en vous rappelant que l'innovation, c'est aussi l'adoption. Donc, on a vu le développement des cours et formations en ligne, la diffusion des contenus scolaires et éducatifs via les tranches horaires à la télévision ou à la radio, des capsules d'éducation ou des solutions basées sur les SMS pour ceux qui n'ont pas accès, par exemple, à l'Internet. Au Burkina, on a eu ça. Et puis, on a vu aussi tout un processus de formation des enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes enseigner en ligne. Donc, je sais que ça peut peut-être faire beaucoup d'innovation pour un effet de liste, mais ce que je veux faire comprendre dans ces différents secteurs, c'est que parce qu'on a eu le Covid, parce qu'on a dû répondre, parce qu'on a dû montrer qu'on était flexible et qu'on peut s'adapter, on a créé des innovations ou on a adopté des innovations beaucoup plus rapidement qu'on l'aurait fait si on n'avait pas la crise du Covid. Et donc, nous, les économistes de l'innovation, on se dit, mais c'est bien, mais enfin, on ne peut pas stimuler l'innovation en poussant à des crises sanitaires et économiques. Donc, comment est-ce qu'on peut entretenir et comment on peut renforcer cette dynamique? Là, l'aspect de décision publique et de compétences des entreprises devient plus intéressant parce que si les innovateurs ivoiriens, les PME innovantes ivoiriennes ou d'Afrique de l'Ouest ont réussi à apporter ces solutions aussi rapidement et aussi, on va dire, de façon des solutions très appropriées aux problèmes actuels, ça veut dire qu'on a des capacités d'innovation qui sont non explorées. Ça veut dire qu'on ne fait pas tout pour soutenir la mise sur le marché des nouveaux produits, des nouveaux procédés et l'adoption de nouvelles pratiques de marketing ou d'organisation dans nos entreprises. Mais on a le potentiel innovant. Donc, si vous avez bien compris, d'accord, il y a plein d'innovations, c'est très bien, mais donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, on a compris qu'il y avait certaines PME ou certains entrepreneurs qui étaient plus capables de s'adapter que d'autres, qui étaient plus capables d'avoir une flexibilité organisationnelle en comparaison à d'autres entreprises. Donc, la crise nous a donné des leçons, des premières leçons. On est encore dans la dynamique, mais la crise nous a donné des premières leçons. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, la crise? La crise nous a dit, je favorise les PME innovantes. Donc,
on peut s'arrêter un tout petit peu et dire, bon, il y a eu toutes ces choses qui ont été fabriquées. Et moi, en tant que PME, est-ce que je suis innovante? Donc, il y a différentes façons de répondre à ça. On peut faire des enquêtes, etc. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, cette année, dans la part de mon chiffre d'affaires, quelle est la part qui est attribuée aux nouveaux produits? Quelle est la part qui est attribuée aux nouveaux procédés? Ensuite, est-ce que les produits ou les solutions que j'apporte sont adaptées aux besoins locaux ou est-ce que c'est juste du copier-coller de ce qui se passe à l'extérieur sans adaptation et sans nuance locale? Donc, une PME innovante, c'est une PME qui est capable d'identifier dans son portefeuille d'activité des produits innovants, d'autres produits qui ne sont pas innovants, produits ou services. Une PME qui est capable de comprendre les besoins et les défis sociétaux et de réagir. Rappelez-vous encore, on vient de parler du Covid et de la réactivité des entreprises. Donc, elles ont été innovantes. Elles ont emmené des nouveaux produits, elles ont créé des nouveaux services, elles ont intégré des nouvelles technologies dans les produits existants. Pourquoi? Pour répondre aux besoins et aux défis générés par le Covid, pas seulement dans la santé. On vient de le voir, je n'ai même pas mentionné les innovations qui sont dans la santé. Est-ce que vous êtes innovant dans votre domaine si vous connaissez votre domaine? Quelles sont les innovations qui sont faites dans votre domaine en Côte d'Ivoire et hors de Côte d'Ivoire? Donc, la question là, c'est de dire l'innovation n'est pas seulement la création. L'innovation, c'est aussi l'adoption. C'est aussi, par exemple, l'adoption des technologies digitales, l'appropriation des procédés de l'économie numérique à l'avantage de ma société, à l'avantage du marché que je veux servir. Est-ce que vous révisez vos techniques? Est-ce qu'on révise les procédés et l'approche de commercialisation? Mais apparemment, oui, on peut le faire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû s'adapter à la vente en ligne, à la vente à distance, etc. Est-ce qu'on intègre les solutions technologiques? Mais oui, on les intègre. Et comment on les intègre? On les intègre parce qu'on est capable de ce qu'on fabriquait avant, de pouvoir fabriquer des nouvelles choses. Il semble aussi que la crise favorise les PME dont le modèle d'affaires se base sur l'intermédiation numérique. Comment est-ce que vous générez vos revenus? Donc, la question encore qui est, en tant que PME, qu'on se pose, c'est, ah d'accord, mais quelles sont mes compétences numériques? Gardez toujours en background, en arrière-plan, ce qu'on vient de montrer sur les différentes industries. Ce sont des entreprises qui avaient déjà un maniement, on va dire, un maniement avancé des technologies digitales, une appropriation des médias sociaux pour pouvoir appuyer la stratégie de marketing. La deuxième question qui est intéressante, il ne s'agit pas juste d'aller faire toutes les formations pour apprendre à faire Word, Excel, marketing digital, Human Centered Design, toutes ces choses. Il s'agit de savoir, moi en tant que PME, j'ai des compétences qui sont dans mon organisation ou dans ma dimension entrepreneuriale. Mais mes compétences cœur, ce que je sais faire, ce que je sais fabriquer, quelles sont en miroir les compétences numériques? Si vous avez des compétences dans un secteur, par exemple dans la fabrication ou l'industrie textile, les compétences numériques dont vous avez besoin sont peut-être plus liées à l'automatisation des procédés, par exemple pour économiser l'énergie ou pour économiser l'eau, etc., etc. Vous avez des dispositifs qui vous permettent de mieux suivre vos chaînes de production et de détecter, par exemple, les goulots d'étranglement à différentes étapes de la chaîne. Vous pouvez, par exemple, gérer vos réseaux de fournisseurs et d'approvisionnement. Mais toutes ces entreprises qui avaient déjà des compétences numériques, qui correspondaient à leurs compétences cœur, ont eu encore plus je ne vais pas dire de chance, mais ont encore plus d'espace on va dire, sur le marché. Donc, il semble que les entreprises innovantes, les entreprises qui s'appuient sur l'intermédiation numérique tout en faisant matcher leur profil digital avec leur profil de compétences, ça veut dire que vous devez connaître le profil de vos compétences de votre entreprise. Donc, comme mon mari dit souvent, il y a ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce que je peux faire faire. Donc, il faut faire la différence entre ces différentes compétences. Et ensuite, adopter des technologies numériques ou
renforcer ses compétences numériques selon le secteur et selon, bien sûr, les compétences de mon entreprise et sa vision, si je peux m'exprimer ainsi. Il semble aussi que la crise favorise les PME agiles. Il semble que la crise favorise les PME qui ont la capacité de s'adapter et d'anticiper. On aura besoin de masques. On est en début mars. On voit déjà la crise venir de Chine. On sait qu'il y a une propagation forte. On est en fin mars. Donc, peut-être qu'on se dit, je commence à voir si je peux fabriquer des masques. Peut-être qu'on se dit, je commence à voir si je peux avoir la certification pour pouvoir les fabriquer en fonction du domaine. Peut-être qu'on se dit, bon, je suis une entreprise de livraison, je vais me rapprocher des restaurants et faire des offres promotionnelles. Ce sont les entreprises qui ont cette capacité d'innovation et de se reconvertir. Ce sont des entreprises qui fabriquaient avant des matières plastiques ou des produits en plastique et qui maintenant commencent à fabriquer des visières ou à fabriquer des stations de lavage mobile ou d'autres types d'innovations encore. Ce sont ces entreprises qui arrivent à recombiner et à combiner les compétences et à modifier la direction de la mise en valeur. Donc, je ne produis plus ça temporairement parce que le marché ne le demande pas autant, mais je peux utiliser mes compétences pour pouvoir aller résoudre d'autres problèmes urgents sur le marché. Donc, seules les PME qui sont capables de comprendre les nuances socio-culturelles locales et de mettre en place de la veille de marché, ça veut dire comment évolue ma concurrence, en fonction de mes compétences, quels sont les produits qui sont disponibles sur le marché, où est-ce que je peux offrir mes compétences là où il y a le plus besoin. Donc, ces différents aspects-là impliquent que vous êtes capable quand même de pouvoir, on va dire, cartographier votre profil de compétences, soit dans le domaine où vous exercez et aussi des compétences dans le domaine digital. Pour cela, on a des cadres, bien sûr, qui existent pour pouvoir évaluer cela, mais ce sont des choses qui se font généralement avec les organismes de statistiques, etc., d'enquête comme la CCI, etc. Je vais revenir sur ce point plus tard. Donc, la crise, qu'est-ce que la crise a fait? La crise a favorisé, il semble, les PME innovantes, les PME dont les modèles d'affaires s'appuient sur l'intermédiation numérique, les PME agiles, flexibles, capables de se reconvertir et de recombiner. Alors, la question c'est, mais comment on peut faire pour que toutes nos PME, ou au moins pour qu'une plus grande partie, une masse critique, on va dire, de nos PME puissent avoir cette attitude, que ce soit en temps de Covid ou dans le temps post-Covid? Et là, je vais dire quelque chose. On ne demande pas aux PME de faire tout cela toutes seules, bien sûr, parce qu'il faut quand même mettre en place un écosystème qui va leur permettre de le faire. Le Covid, malheureusement, a conduit à la mise en place de, on va dire, cet écosystème dans le sens où on avait besoin de solutions immédiates dans différents secteurs, santé, agriculture, industrie manufacturière, éducation, fourniture de services, aide à la personne, etc. On avait besoin d'innovation dans tous ces domaines. Donc, si vous voulez, on a eu un peu un écosystème qui s'est formé autour de ça. Les problèmes du Covid et les solutions et les acteurs qui apportent les solutions au Covid. Mais pensez un peu plus en avant et dites-vous, mais si on a pu créer ces différents types d'innovations maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire plus après le Covid? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus pour pouvoir vraiment résoudre les besoins de nos sociétés de façon interne? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus pour adresser les problèmes locaux avec des solutions locales? Pas pour faire du protectionnisme, pas pour se fermer, mais si on n'a pas un écosystème, on va dire un écosystème d'entreprise et d'innovation résilient, à chaque choc, là c'est un choc sanitaire et économique, mais on a vu le choc financier aussi dans les années 2007-2008, à chaque choc, nos PME vont mourir. À chaque choc, nos PME vont être entraînées dans un sillage. Et à chaque choc, elles seront moins résilientes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut aider les PME à être tout ce que j'ai dit avant, agiles, innovantes et capables d'intégrer des nouvelles technologies ou des solutions digitales dans leur offre de produits.
Je vais montrer quelque chose qui est un tout petit peu difficile, mais j'ai fait une version simplifiée pour l'audience, mais je peux bien sûr expliquer. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre qu'il faut une action autour de vous pour que vous puissiez créer ces innovations. Et c'est là où je reviens à la notion de stratégie de spécialisation intelligente. Je vous avais dit que les spécialisations intelligentes, ce sont des activités d'innovation, ce sont des activités de transformation qui se développent en réponse aux problèmes sociétaux ou aux problèmes des entreprises, qui se développent en ayant recours aux compétences locales et qui se développent en intégrant des composants d'innovation. Donc, comment est-ce qu'on fait? La question alors en tant qu'économiste de l'innovation, c'est mais comment je fais pour maintenir cette dynamique? Donc, de spécialisation intelligente et d'innovation. Comment je fais pour aider les territoires, que ce soit des espaces sous-nationaux comme les régions ou des espaces nationaux, l'ensemble de la Côte d'Ivoire par exemple, pour pouvoir maintenir cette dynamique. Mais il y a ce qu'on appelle ce qui s'appelle les stratégies de spécialisation intelligente. Donc, c'est peut-être un grand terme, mais c'est pour juste dire une chose. Qu'est-ce que j'ai chez moi qui me permet de répondre aux problèmes que j'ai? Ou qu'est-ce que je peux facilement acquérir de l'extérieur qui me permettrait de répondre à ce problème de façon innovante et contextualisée? Donc, les stratégies de spécialisation innovante et de spécialisation intelligente, et comme je l'avais dit, l'expression, la première chose qu'il faut faire et qu'il faut savoir, c'est mais quelles sont les ressources et les compétences que j'ai? On a commencé à faire un exercice de mapping pour la Côte d'Ivoire qui va être publié bientôt. Le premier papier que j'ai dirigé sur les spécialisations intelligentes académiquement, qui va être publié dans le journal africain des sciences, technologies et innovations en Afrique du Sud, où j'ai essayé de faire une application pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est plus facile de faire quand c'est votre propre pays. Donc, la première chose, c'est quelles sont les ressources de mon pays? Quel type d'entreprise j'ai dans mon pays? Dans quel type de secteur elles interviennent? Quel est leur niveau de connaissance? Quelles sont leurs compétences? Quelle est leur capacité à se rendre visible sur un marché, à faire de la promotion de leurs produits, à intégrer des nouvelles connaissances pour améliorer leur offre de produits et de services? Quelles sont ces compétences et ces ressources? Est-ce que j'ai un suivi comme ça des compétences et des ressources? Donc, si vous allez sur le site du CPC, vous pouvez regarder les différents les avis de constitution des entreprises. Et là, vous voyez déjà qu'il y a un petit souci. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la fourniture de services, beaucoup d'entreprises qui font beaucoup la même chose, ou en tout cas qui disent qu'elles font beaucoup la même chose, sans avoir de prétention ici. Ce que je veux dire, c'est que si la base où les entreprises s'enregistrent elles-mêmes n'est pas structurée de façon à ce que le décideur public puisse pouvoir dire, OK, est-ce que je peux voir toutes les entreprises qui sont capables de fabriquer, par exemple, je ne sais pas, je peux dire n'importe quoi, qui sont capables de fabriquer du couscous d'Atiéké dans telle dimension, avec telle qualité, ou qui sont capables de fabriquer du riz local avec ses spécifications techniques. Donc, il faut que à la fois, il y ait cette interface de cartographie qui permette aux décideurs publics de voir vraiment les compétences des entreprises, pas des généralisations d'appellations sectorielles, et que les PME elles-mêmes puissent exprimer en face ces différents domaines de compétences. Encore, on peut revenir à ce que je disais avant. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je peux faire faire? Donc, ce sont 3 niveaux de compétences. Donc, dans la spécialisation intelligente, on fait cet exercice, mais au niveau des territoires, au niveau des villes, au niveau des régions. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit exemple qu'on a sur la Côte d'Ivoire tout de suite. Une fois qu'on a fait cette cartographie qui évalue un peu nos compétences, nos ressources en termes économiques, nos ressources en termes scientifiques, qu'est-ce qu'on a dans la science qui nous permet de résoudre des problèmes? Quand j'ai mis fabrication des gels hydroalcooliques, c'est les universitaires dans les filières pharma, chimie, tout ça qui le fabriquent. Donc, ils sont capables aussi d'offrir des produits locaux pour le marché local. Qu'est-ce qu'on a en termes de compétences d'innovation? Qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que nos PME font en termes d'innovation? Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a jamais participé à ce qu'on appelle le African Innovation Outlook. C'est le rapport sur, c'est des enquêtes sur la mesure du potentiel et des dépenses d'innovation, de recherche et développement des pays. La Côte d'Ivoire n'a pas participé aux 3
aux 3 vagues qui ont été mises, faites. Le dernier rapport a été publié récemment. Et si vous regardez dans ce rapport, vous allez voir qu'on essaie de caractériser les profils d'innovation des entreprises. Est-ce que c'est des nouveaux produits que vous faites? Est-ce que c'est des nouveaux procédés? Est-ce que c'est uniquement des nouvelles méthodes de marketing? Est-ce que vous innovez en faisant des certifications? Est-ce que vous innovez en, par exemple, achetant des nouvelles machines pour la transformation? Et en parallèle de cette cartographie, on a besoin, bien sûr, d'une structure de gouvernance transparente, d'une gestion territoriale de l'innovation. Pourquoi? Vous allez le comprendre avec le prochain slide, parce qu'il ne s'agit pas, l'innovation n'est pas le fait d'un seul acteur. L'innovation, c'est la conjonction des différents efforts, des différentes branches de la société. Pourquoi? Parce qu'on veut résoudre les problèmes de la société. Donc, à partir de cette cartographie et à partir de l'adéquation, de la correspondance entre ce que j'ai, ce que je sais faire et les défis de mes entreprises et les défis sociaux, j'arrive à identifier des domaines d'innovation. Ils seront définis en fonction des problèmes que j'ai et ces différents domaines d'innovation-là vont me permettre ensuite de sélectionner ou de soutenir différents types d'activités d'innovation, différentes activités qui vont vous permettre encore, je le répète, de créer des nouveaux produits, des nouveaux procédés, d'adopter des nouvelles méthodes d'organisation de travail, etc. Donc, quand je disais tout à l'heure que l'innovation n'est pas un processus individuel, l'innovation est un processus collaboratif, je n'ai pas dit, bien sûr, qu'il faut arrêter, il faut aller à l'encontre de toutes les règles de la concurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que l'innovation est là pour résoudre les problèmes sociaux. Donc, il faut bien qu'à un moment, on soit capable, tous ensemble, de joindre les 4 hélices, on va dire, hélices de la société pour pouvoir adresser ces problèmes. Je ne vais pas aller plus loin là. On a une approche qui s'appelle l'approche de la découverte des entrepreneurs, on va dire, pour faire simple, qui s'organise à partir de groupes thématiques industriels autour de ce schéma pour pouvoir identifier des activités innovantes précises. Donc, on peut regarder à quoi ces activités peuvent correspondre. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était dans le cadre du Covid. On était dans le cadre du Covid, donc on a développé des innovations, on a développé des spécialisations, des nouvelles spécialisations dans des secteurs en réaction au Covid. Mais en vérité, on n'est pas obligé d'attendre le Covid pour pouvoir innover. On n'est pas obligé d'attendre le Covid pour pouvoir savoir qu'on peut utiliser des bosses de cacao pour cultiver des champignons. On n'est pas obligé d'attendre le Covid pour savoir qu'on peut utiliser la noix de cajou pour faire du vinaigre. Il y en a qui le font déjà. La promotion doit être aussi mise à l'échelle pour qu'on puisse utiliser aussi les produits locaux. Il faut que les deux choses partent ensemble. Donc, c'est une stratégie collaborative, mais aussi dirigée, orientée avec une vision. OK? Qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de l'EVA ou des extras de production d'EVA pour pouvoir fabriquer les routes, par exemple, en zone rurale? Comment est-ce qu'on intègre les technologies digitales, le suivi de l'évolution des plants? Ce qui est intéressant là, c'est pas surtout de suivre l'évolution des plants, mais pouvoir d'anticiper les maladies en fonction des courbes de croissance ou en fonction des profils de croissance des plantes ou des cultures. Donc, l'innovation, les spécialisations intelligentes, comme vous l'avez compris, ce sont de nouvelles activités qui nous permettent de fabriquer de nouvelles choses. Donc, elles s'appuient sur l'innovation, mais aussi sur la résolution des problèmes qu'on a. Donc, il ne s'agit pas juste de répondre à une crise sanitaire, mais il s'agit aussi surtout de pouvoir ouvrir l'esprit des entrepreneurs, ouvrir l'esprit des décideurs publics vers des sentiers de diversification alternative, vers des niches de marché tout en répondant aux besoins sociétaux. Donc, on a fait l'exercice, c'est en anglais, excusez-moi, j'ai juste pris un extrait, ce n'est pas vraiment un slide pour que vous puissiez, c'est pas vraiment un slide pour, de notes pour ce séminaire, mais c'était pour dire aussi que on ne s'est pas arrêté seulement à la théorie dans cet aspect de développer des stratégies de spécialisation intelligente. On est dans la pratique. En Europe, il y a plus de 120 stratégies qui ont été développées dans les différentes régions d'Europe. Région, j'entends par espace sous-national, comme en Côte d'Ivoire. Et on a aussi des coopérations de spécialisation, de stratégies de spécialisation intelligente avec certains pays d'Amérique latine. En Afrique, pour l'instant, on travaille avec un pilote qui a commencé dans 3 régions en Tunisie, et aussi une exploration initiée tout récemment avec le Rwanda. Donc, ce que vous voyez ici, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, ce n'est pas très important,
Mais on leur a demandé, toujours dans le setting des différentes hélices, on leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'activité de spécialisation intelligente pourrait vous permettre de résoudre les problèmes liés, les problèmes sociétaux que vous avez. Donc, ils nous ont dit, il nous faut des services de conseil agricole, il nous faut améliorer la sensibilisation à l'utilisation des services bancaires, il nous faut pouvoir mieux gérer les pertes agricoles et mettre en place des procédés de culture qui s'adaptent au climat. Le Rwanda est un pays sans accès à la mer, donc ils ont beaucoup plus de problèmes que, on va dire, dans cette dimension que nous, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, l'idée était juste de les pousser à pouvoir exprimer, formuler les besoins dans leur environnement. Et bien sûr, quand vous mélangez différentes hélices ensemble, vous n'avez pas la même formulation du besoin. Et ce qu'on montre ici, ce sont des premières étapes de formulation. Il faut aller encore plus loin. Donc, on développe, par exemple, les chaînes de valeur agricole où on intègre des technologies de l'information et de la communication pour mieux gérer les chaînes de fourniture des aliments. On développe, par exemple, des capacités pour la transformation des produits bio pour la nourriture pour les enfants, etc. Ce sont des problématiques concrètes dont on a parlé, mais qui en même temps peuvent impulser une dynamique d'innovation, peuvent impulser une dynamique de création d'entreprises et de reconversion et donc d'agilité d'innovation des entreprises. Donc, on va prendre juste un petit exemple avant de finir pour vous dire que tout ça ne reste pas encore au-delà de la Côte d'Ivoire et au-delà du Rwanda et de la Tunisie. On a aussi commencé à contextualiser dans le contexte ivoirien ou dans d'autres contextes. Moi, je me suis intéressée particulièrement à la Côte d'Ivoire, d'où le papier qui va bientôt sortir. Mais on a aussi essayé de conceptualiser ces stratégies-là, par exemple, d'autres entreprises du secteur privé. Très peu encore. La première start-up de conseil innovant, je pense, de conseil en innovation ivoirienne, donc je vais le montrer, a réussi à mettre en place ces différentes dynamiques de réflexion-là aussi au niveau régional. Maintenant, rien ne se fait, comme on dit, rien n'est nouveau. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, rien ne se fait sans financement. Donc, au début, un peu naïvement, je dois dire, j'ai pensé, mais c'est bon, les banquiers, ils ont vu les innovations. Ils ont vu que nos PME sont capables de créer. Ils ont vu que nos jeunes sont capables de répondre à des problèmes dans l'industrie manufacturière, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation. Donc, peut-être que maintenant, on aura beaucoup plus de financement de ces différentes activités qui sont un peu plus risquées, bien sûr, vous l'avez compris. Eh bien non, c'est pas aussi facile. Donc, ça, c'est dans le groupe on a un groupe, une association qui s'appelle International Community for Banking and Finance. Et c'est un groupe, disons, de jeunes et d'experts seniors de Côte d'Ivoire, d'Afrique et de la diaspora qui réfléchit et qui essaie de s'éduquer aussi tous ensemble autour de ces problématiques de financement et d'économie monétaire et bancaire dans nos pays. Donc, merci à eux, je ne vais pas citer leur nom, mais ils m'ont aidé à réfléchir et donc j'aimerais juste faire référence à leur travail. Donc, j'ai demandé, est-ce que vous allez maintenant financer les innovations? Ils m'ont dit, mais il faudrait pour ça que les choses aient changé, pour de vrai. Il faudrait pour ça qu'on ait des PME qui ont acquis une certaine maturité technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Des PME qui sont capables de comprendre et d'intégrer les nouvelles technologies, de se les approprier et encore plus de pouvoir les contextualiser. Est-ce que les entreprises ont des modèles d'affaires matures? Est-ce qu'on est capable de faire sa planification de la croissance de son entreprise ou de son activité de création sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans? Ensuite, le deuxième aspect qui a été soulevé, c'est le capital humain dans les banques. Même si je dis à mes PME, vous devez être agile, vous devez être innovante, vous devez être capable d'intégrer les technologies digitales, il faut bien qu'à un moment où elles vont demander le prêt, elles ont en face quelqu'un
qui soit capable d'analyser ce projet, qui soit capable de leur dire, c'est un projet innovant, j'arrive à voir les perspectives de rentabilité, je pense que cela répond à certains besoins du marché. Bien sûr, les banquiers sont confrontés au fait qu'en général, comme c'est des activités innovantes, c'est très difficile de faire une étude de marché sur des produits qui, par exemple, n'existent pas dans votre environnement. Mais il y a des modèles, bien sûr, dans d'autres pays. La troisième chose au niveau du financement qui avait été soulevée pendant ce petit webinaire privé, c'était l'action publique. Donc, comment l'action publique peut inciter et encourager au financement de l'innovation, par exemple, du secteur bancaire ou même comment on appelle les business angels locaux. Donc, il faut une vision de si je veux développer ou mettre en place des nouvelles techniques d'irrigation, par exemple, dans les plantations, il faut que je sois capable de dire ou de fixer, par exemple, aux banquiers ou aux banques ou aux financiers des locaux, des pourcentages, par exemple, qui seraient attribués pour ces types d'activités innovantes. Bien sûr, ça veut dire que l'État met aussi en place un système de garantie. Mais ce sont des choses, les fonds de garantie, dans les cadres du financement de l'activité d'innovation, ce sont des choses très communes, bien sûr. Mais on a vu encore qu'il y a eu des innovations dans le financement dans la période du Covid. Donc, ça veut dire que quand on a un vrai problème et quand il est imminent, on peut débloquer et on peut mettre en place toutes ces structures. Donc, les stratégies de spécialisation intelligente qui intègrent ces dimensions d'innovation, qui permettent aux PME d'ouvrir leur champ à des perspectives beaucoup plus grandes en termes de développement de produits, d'adoption de nouveaux procédés ou même de création de nouveaux procédés ou d'adoption de nouvelles approches de vente ou d'organisation du travail. Ce système-là ne va marcher que s'il y a un système de financement qui comprend aussi la dynamique d'innovation et des PME innovantes et donc il y a aussi confiance en l'outil public. Donc, on peut voir ce qui a été développé, par exemple, dans le cas, on peut le mettre, excusez-moi de prendre ce slide de cette qualité, mais c'est moi qui l'ai mal copié. Mais je disais que Gaïa Intelligence Africa, c'est une des premières startups, la première startup, je pense, de conseil en innovation, on va dire territoriale en Côte d'Ivoire que je connais. C'est par exemple, ça, c'est l'exemple d'une stratégie de spécialisation intelligente qui peut, par exemple, correspondre à la région du Poro qui a été développée et pensée comme ça. Si vous regardez la phase 1, je ne vais pas dans les détails. L'idée, c'est toujours la cartographie géoéconomique du Poro. Quelles sont les activités individuelles qui s'y passent? Quelles sont les activités de production et de services? Est-ce qu'on a des capacités d'ingénierie locale? Est-ce qu'on a des capacités dans les universités? Est-ce qu'on a du potentiel pour développer des activités agricoles, on va dire, alternatives en milieu désertique? Ce serait ça, vraiment, la spécialisation intelligente. Une fois qu'on a pu faire notre cartographie, on sait qu'on a des écarts à remplir en termes de capital humain, mais aussi en termes de ressources. Donc, il faut faire des priorités. Et c'est pour ça, si vous vous rappelez, dans le schéma de la spécialisation intelligente, il y a une partie qui dit « Je vais faire des priorités parce que je ne peux pas financer l'innovation dans tous les secteurs. » Pourquoi? Parce que l'innovation, ça coûte cher. L'innovation, c'est risqué. Et la troisième phase, toujours si vous vous rappelez du schéma de la spécialisation intelligente, j'ai identifié les priorités, j'ai commencé à former mon capital humain, on va dire à remplir mes trous. Je peux déjà commencer à financer des activités pilotes industrielles. Et puis, au même moment, commencer à conceptualiser un fonds de l'innovation, par exemple, pour l'industrie durable, etc. Ça, c'est la solution que Gaïa avait mis en avant. Et la vision, si vous voyez dans cette stratégie de spécialisation intelligente, ce serait de faire du Poro une région avec une croissance régionale économique durable, une industrie innovante, une industrie bio et zéro déchet, une industrie inclusive. Bon, je pense que j'ai essayé, j'espère que j'ai réussi à vous donner un peu la dimension de l'importance et de la pertinence de l'innovation. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a un grand monsieur que je respecte beaucoup qui a dit un miracle, c'est comme un pari. Ça se prépare, ça se conditionne, cela se mesure, cela se décide et cela se réalise à force de volonté et de persévérance. Dixit notre père Félix Houphouët-Boigny. Merci.
Wow, merci, docteur Mafini Dosso, pour cette présentation de haute portée. En tout cas, moi, j'ai été servi. J'espère qu'il en a été autant pour les participants. Hein. Trois grands axes que, docteur, vous avez abordés, l'innovation et spécialisation intelligente dans le contexte de la COVID-19. Et ensuite, innovation, digitalisation, agilité des PME. Et enfin, comment les PME peuvent s'engager, se maintenir dans cette dynamique. En tout cas, merci pour cette présentation. Je partage ma caméra. Vous avez été longtemps seul avec votre écran. Mais rassurez-vous, je crois que l'assistance, l'audience a été très, très attentive. Et maintenant, nous allons passer au stade des questions, mesdames et messieurs. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, puisque là, on est maintenant 60 connectés, 60 personnes connectées. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. La thématique, c'est l'innovation, digitalisation, agilité des PME en Afrique de l'Ouest. Et vous avez pu écouter Dr Mafini Dosso, qui est économiste et spécialiste en économie de l'industrie et de l'innovation. Voilà, et Dr Mafini qui est à la commission, au centre commun de recherche de la Commission européenne. Elle nous rejoint depuis l'Espagne. Je ne sais pas exactement quelle ville. Docteur, c'est quelle ville? Séville. Comment? Séville, donc depuis Séville. Voilà, depuis Séville. Elle est ivoirienne et même, j'allais dire, foncièrement ivoirienne et foncièrement engagée. Là, c'est toute la famille qui est engagée dans le Covid parce qu'elle est la fille de notre bien-aimé docteur Dosso, qui est responsable du centre Institut Pasteur. Voilà. En tout cas, merci, docteur, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, nous abordons maintenant la phase des questions. Pour ceux qui ont l'habitude de nos séances de webinaire, vous savez comment on procède. Vous pouvez poser votre question par chatbox. Si vous souhaitez prendre la parole, écrivez simplement micro et je vais me faire fort de vous donner accès donc à votre micro que vous allez pouvoir ouvrir, poser votre question de vive voix. Donc voilà, c'est ouvert. Docteur, comment vous souhaitez qu'on procède? En questions-réponses, ou vous prenez une série, vous répondez, ou on va comme ça? Je pense que 2 ou 3 à la fois, c'est mieux, non? On n'est pas... Super, d'accord. Donc, merci de vos réactions, mesdames et messieurs. À vos claviers, voilà pour... J'espère que vous n'avez pas été très intimidé par le haut niveau de connaissance du sujet de Mafini, mais profitez-en, j'allais dire au contraire. Elle est là disposée, riche expérience qu'elle a à travers les différents partages qu'elle a avec différents pays. Et donc, c'est l'occasion de profiter. Alors, j'ai une première question de M. Aziz Moussediko. Alors, M. Aziz pose cette question. Quel conseil d'innovation pour un cabinet de formation qui avait l'habitude que de séminaires? Pour un cabinet qui avait l'habitude que de séminaires, quel conseil d'innovation? Voilà. Pour le moment, c'est la seule question que j'ai dans le pipe. Les autres questions sont en train de se rédiger certainement. Non, mais en général, en général, on peut me demander des questions sur si la question c'est quelle innovation je dois développer, c'est pas une question à laquelle je peux répondre dans tous les secteurs. Mais à la question de savoir est-ce qu'il y a ça veut dire que le cabinet offrait des formations sur place. C'est de ça qu'il veut dire en fait. C'est ça qu'il veut dire. Ben, je peux lui donner la possibilité de s'exprimer de vive voix. Enfin, il répond oui. Là, il répond par texte oui. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que votre produit, donc on va dire votre compétence principale, c'était la fourniture de... Oula.
Votre compétence principale, c'est la fourniture de services de formation. Maintenant, moi, en tant que économiste de l'innovation, ce que j'ai envie de savoir, c'est dans quel domaine est-ce que vous offrez des formations? Par exemple, si j'offre des formations de secouristes, ça va être très difficile de pouvoir faire des formations en ligne, bien qu'elles existent pour certains aspects. Donc, quel type de formation ils font? Donc, si ce sont des formations, par exemple, comme l'entreprise dont je viens de parler, Gaïa Intelligence Africa, qui fait du conseil à l'innovation, est passée complètement en mode, on va dire, digital pour offrir des formations et offrir des certifications de ces formations en ligne avec les outils qui existent pour passer des partenariats avec les autres entreprises et diversifier leur offre de formation, offrir des packaging de formation ou même des formations beaucoup plus courtes en ligne, etc. Donc, vous devez utiliser les outils digitaux. Je n'ai pas l'innovation pour chaque secteur, mais vous devez intégrer et optimiser l'outil digital dans votre cas. Ce que je suis en train de faire, c'est un webinaire. Normalement, j'aurais voyagé. Donc, les formations, c'est aussi ça. Donc, il y a une compétence, il y a des compétences que vous devez développer parce que je pense que si vous posez la question, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas réussi à développer votre marché hors du segment traditionnel qui est l'interaction physique, à développer vos marchés ou votre offre, par exemple, via les réseaux sociaux ou via le développement d'une page web ou via même l'intervention dans certains séminaires. Donc, c'est un panel d'actions qu'il faut mettre en place. Est-ce que vous offrez des formations en ligne? Ensuite, autre chose, on a dit dans la spécialisation intelligente, quels besoins vous remplissez? De quelle formation les gens ont besoin maintenant? Moi, je parlais avec le PMI chapitre en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens maintenant s'intéressent à passer par exemple, la formation du Project Management Professional. Donc, au moins 3 choses que vous devez faire. Quelle est votre offre de formation en ligne? Quelle est votre visibilité? Qu'est-ce que vous offrez en termes de package de formation qui est différent de ce qui existe et quelle est votre stratégie de marketing digital? Comment vous vendez vos formations? Et puis, est-ce qu'elles répondent à un besoin actuel? C'est surtout ça. OK. En tout cas, merci, docteur. Monsieur Aziz, j'espère que vous avez eu une réponse à votre question. Bon, la question que je voudrais... pardon. Moussa, pardon, juste pour terminer sur oui. la question de Monsieur Diko, juste une chose. Vous devez aller aussi voir comment moi j'ai trouvé les informations. C'est différents aspects. Donc, il y a la formation, il y a le développement du profil de marketing digital, mais vous devez aussi aller voir qu'est-ce que les cabinets de formation dans les autres pays font. Vous n'êtes pas le seul cabinet de formation. Donc, qu'est-ce que les autres font? Parce que sinon, tous les cabinets de formation vont mourir. Donc là, vous allez commencer à ouvrir des pistes. Ah, OK, voilà ce qu'ils font au Maroc, voilà ce qu'ils font en Tunisie, voilà ce qu'ils font. Est-ce que peut-être que moi, je peux faire ça? Est-ce que je peux adapter à mon contexte local? Donc, en vous posant ces questions, vous allez, comme moi, arriver à identifier une offre de produit ou un produit qui est différent que vous pouvez utiliser. L'autre aspect, c'est un peu plus long à mettre en place, mais mes compétences, c'est faire des formations. J'ai bien dit, ça, c'est un peu large. Il faut préciser dans quel domaine, etc. et sur quoi vous vous appuyez pour faire vos formations. C'est vous-même ou c'est des consultants extérieurs, etc. Donc, si c'est des consultants extérieurs, vous devez organiser très vite des e-meetings pour savoir comment vous pouvez offrir des nouvelles offres de formation et comment eux peuvent vous aider à faire la promotion via votre cabinet et voir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Très bien, je crois que là, il a eu carrément un bon service de conseil en innovation. Ce que je voudrais savoir, docteur, est-ce qu'il y a un process standard qui existe pour une entreprise qui souhaite innover, c'est-à-dire avant que d'autres entreprises, avant que d'autres questions ne nous parviennent, j'en vois quelques-unes d'ailleurs, qu'une autre entreprise dit, bon, moi je suis dans le secteur de l'import-export, quelle est l'innovation que vous pouvez me proposer? Moi je suis dans l'agriculture, quelles sont les solutions d'innovation que je peux avoir? En fait, la question que je pose, est-ce qu'il y a, si vous voulez, un framework à suivre? Est-ce qu'il y a un process à suivre pour une entreprise ou pour un chef d'entreprise qui souhaite apporter de l'innovation au sein de son activité? Ce qui est une formule standard, voilà, qui peut être appliquée. Par exemple, peut-être des questions qui peuvent se poser auxquelles il peut
veiller à apporter réponse pour arriver en définitive à quelque chose qu'il peut mettre en place dans la dynamique d'innovation. Mais en fait, c'est un ensemble. Merci pour la question. Mais c'est vrai parce que justement, je ne suis pas capable de donner des solutions pour l'innovation dans tous les secteurs de l'économie, mais avec de la recherche, on peut quand même trouver beaucoup de solutions. Ça, je dois dire. Donc là, on a montré quelques secteurs, mais en tant qu'économiste industriel aussi, on s'intéresse aux solutions dans plusieurs secteurs. Donc oui, je peux penser, moi, si on me demande les solutions agricoles, mais les solutions agricoles, il y en a trop. Donc, c'est plus ça le problème. Le problème, c'est comment on met en œuvre ces solutions agricoles sur le terrain. Par exemple, il faut prendre un petit exemple juste pour savoir, juste pour répondre, je réponds rapidement à cette question. J'ai dit dans les slides, quelles sont mes compétences? Comment moi, je définis mes compétences? Granotech, par exemple, qui est maintenant une entreprise sociale, dit, nous, on agit pour l'agriculture rurale. Et ils ont des compétences qu'ils mettent en avant. Ils ont un profil qui met en avant. Très souvent, on a des compétences, on a des profils qui se ressemblent un peu tous. Oui, je fais de l'import-export. Oui, l'import-export, c'est une activité très commune. Mais est-ce qu'il y a des façons de le faire qui peuvent être innovantes? Donc, d'abord, quelle est ma compétence? Est-ce que c'est vraiment ma compétence, l'import-export? Il faut toujours se demander ça, hein? Il faut toujours se demander par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mon expérience, est-ce que c'est vraiment ma compétence? La deuxième question, c'est quel est mon marché et comment est mon marché? Je ne peux pas dire que, mais c'est bon, j'ai 23 millions de personnes en Côte d'Ivoire et donc je peux offrir mes offres de formation à tout le monde. Mais non, c'est faux parce qu'il y en a combien qui sont connectés à Internet? Donc, est-ce que vous proposez d'autres packages, d'autres de formation, par exemple en livraison sur CD ou avec des façons de pouvoir se connecter pour faire l'examen, etc.? Est-ce que vous le faites? Donc, quelles sont mes compétences? Quel est mon marché et donc qu'est-ce que fait ma concurrence? Toujours en lien avec les compétences. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est est-ce que je peux penser à des utilisations alternatives de mes compétences? En matière par exemple, d'innovation dans ce qu'on appelle le transit, par exemple, la problématique, c'est les transactions. D'accord? Comment on peut sécuriser et suivre les transactions? Comment on peut optimiser les délais de traitement? Parce qu'un transitaire, si on lui commande quelque chose qu'il peut livrer au bout d'une semaine, il peut faire beaucoup plus de marché et beaucoup plus de chiffres. Donc, le transitaire, il doit se demander, mais est-ce qu'il y a des solutions que je peux intégrer pertinentes pour mon marché? Est-ce qu'il y a des solutions que je peux intégrer pertinentes pour mon marché que je peux acquérir avec la base de mes compétences pour pouvoir innover en termes de traitement administratif de mes dossiers au niveau du transit? D'accord? Donc, parfois, c'est la PME qui apporte l'innovation au client en lui disant, mais voilà, j'ai une innovation parce qu'il y a ce problème. Donc, oui, on fait du transit depuis 10 ans, mais est-ce qu'on a amélioré l'efficience, les capacités de traitement, la rapidité, la sécurité des transactions, etc., etc.? All right. Et une chose que je voulais ajouter à côté de, donc ça c'est l'autre chose que je voulais dire, dans les stratégies de spécialisation intelligente, qu'est-ce qui se passe si vous dites, il faut qu'on prenne un exemple concret pour que les gens comprennent quand je dis qu'il faut qu'on pousse des PME innovantes. Tout le monde sait, la Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture. Donc, idéalement, par exemple, on aimerait qu'il y ait des techniques d'irrigation optimales, des modèles d'irrigation optimales dans tous nos champs, à la fois pour économiser l'eau, mais aussi pour pouvoir alléger la peine du paysan. Imaginez une Côte d'Ivoire où toutes les plantations ont des systèmes d'irrigation automatiques ou des plantations avec des systèmes qui fonctionnent à l'énergie solaire, etc. J'exagère un peu, Moussa, c'est vrai, mais c'est une vision. Si c'est votre vision, la façon dont vous allez agir sera différente. Vous avez deux façons d'agir dans ce cas. Soit vous vous dites, bon, mais c'est bon, les Allemands, ils ont déjà tout fabriqué, les Chinois, ils ont déjà tout fabriqué, donc j'achète et puis je mets. Et soit vous vous dites, mais oui, ça existe, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques locales d'irrigation qui existent, qui sont plus soutenables? Comment les gens ils font pour irriguer depuis des centaines, 200 années? Ils le faisaient avant. Donc, quelles sont les méthodes qui existent sur place? Ensuite, l'autre chose, c'est un État qui est un peu proactif et qui dit, d'accord, mais même si j'importe un peu de système d'irrigation de Chine, un peu de système d'irrigation d'Allemagne ou d'Espagne,
est-ce que mes jeunes Ivoiriens peuvent aussi me fabriquer des systèmes d'irrigation? Et c'est là où on arrive, c'est là où on arrive dans la dimension soutien des activités pilotes. Donc, mon fonds d'innovation imaginaire pour l'instant, il va aller soutenir les entrepreneurs qui fabriquent des techniques d'irrigation, les 10, les 20, les 30, les 100, jusqu'au moment où ils vont comprendre et pouvoir offrir des solutions mieux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent mieux le contexte. Il ne faut jamais qu'on sous-estime l'avantage de mieux connaître le contexte et l'avantage du fait que les gens préfèrent, dans nos villages, préfèrent toujours, si c'est un jeune de leur village, par exemple, qui a réussi à mettre en place ce système-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne créez pas seulement, vous ne facilitez pas seulement l'innovation, mais vous facilitez ce qu'on appelle les innovations de marché. Et c'est encore mieux. Vous construisez les entrepreneurs du futur de la Côte d'Ivoire en face, en train de répondre à un besoin. On n'a pas dit qu'ils font les systèmes d'irrigation au hasard. On a dit qu'ils font les systèmes d'irrigation pour répondre aux besoins locaux et aussi pour les exporter vers le Burkina, le Ghana, la Guinée, etc. Donc, pensez un tout petit peu à cette vision dans tous les secteurs qu'on a. On a des problèmes de route, des pistes entre nos villages. Moi, mon village, c'est Borotou. Donc, entre Touba et Borotou, pendant longtemps, il n'y avait pas de piste. Alors qu'en Malaisie, ils ont déjà fait plus de centaines de kilomètres à partir de l'utilisation des déchets de l'EVA ou des surproductions d'EVA qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire. Donc, on peut utiliser cette méthode pour aller plus vite, pour pouvoir mettre en place des infrastructures, mais pas pour venir concurrencer celui qui fait le 4e pont. Pour aller faire des pistes rurales, l'État ouvre des marchés là-bas parce que nos entrepreneurs vont se former pour remplir ces marchés-là. L'important, c'est quoi? Utiliser les ressources locales, répondez aux besoins locaux, faites-le en intégrant des dimensions innovantes et faites-le en vous basant sur les faits, là où il y a les besoins qui sont détectés. Et c'est peut-être pas Abidjan qui a la plupart des opportunités. Donc, c'est un peu... Thank you very much. En tout cas, merci, docteur, pour cette précision. Il y a d'autres questions qui vont dans le même sens que celle de M. Aziz, c'est-à-dire des questions qui relèvent de certains secteurs d'activité. J'ai noté au moins 3 secteurs, la gestion locative, cabinet comptable, exportation. Mais je pense que, mesdames et messieurs, vous qui avez soumis ces questions, vous avez certainement suivi la réponse de docteur, surtout sur un peu le questionnement dans lequel vous pouvez vous lancer pour vous engager dans une dynamique d'innovation. Et là, je reprends juste en regardant mes notes. D'abord, vous posez la question de savoir quelles sont vos compétences, donc faire un peu la cartographie de vos compétences. Quel est votre marché réel? Bien définir votre marché, bien définir le profil de votre clientèle et qu'est-ce que fait la concurrence pour regarder un peu ce qui est fait la concurrence et puis voir la différence avec ce que vous faites et tout cela en lien bien entendu avec vos compétences et en définitive quelles sont les utilisations alternatives de vos compétences qui sont là. Donc je pense que c'est un questionnement dans lequel vous devez vous inscrire et trouver des réponses pour vous engager dans une dynamique d'innovation. C'est bien cela, docteur, n'est-ce pas? C'est exactement ça, mais ils ne réussiront que s'ils sont soutenus par un État qui est aussi intelligent, dans le sens des spécialisations intelligentes. Et s'ils sont aussi soutenus par des acteurs comme la Chambre de commerce et de l'industrie, qui sont capables aussi d'amener ces nouvelles connaissances, ces nouvelles techniques vers eux, et puis aussi de les connecter aussi entre eux. Ce que je dis encore, c'est un système tout entier. C'est l'État qui ouvre, qui permet que nos jeunes entrepreneurs puissent remplir certains marchés, l'État qui fixe des règles sur le pourcentage des financements bancaires qui sont attribués au financement des innovations dans l'industrie locale, l'État qui soutient les cabinets ou entreprises comptables, les cabinets de gestion locative pour qu'ils intègrent les nouvelles dimensions des technologies digitales. Donc, quand je dis que l'État soutient, c'est pas seulement au niveau d'ouvrir ce type de marché. Les acteurs de l'immobilier représentent aussi une part de nos activités économiques, une part de notre emploi. Donc, comment est-ce qu'eux, on les apprend à mieux optimiser leur travail, à mieux faire la gestion de leurs biens, à mieux recenser les locataires, à mieux suivre l'évolution mensuelle et à mieux anticiper les différentes, par exemple, périodes où ils savent qu'ils vont recevoir moins en décembre, par exemple, pour les fêtes, toutes des choses comme ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qui se mettent en place ensemble
qui vous permettent de pouvoir penser comme ça? Très bien. Donc, pouvoir s'appuyer dans tous les cas sur l'écosystème, les structures d'accompagnement qui sont là, comme la Chambre de commerce et d'industrie, ou bien également des structures privées comme la startup Gaia qui conseille en innovation, pour challenger aussi vos décisions et puis avoir certaines orientations et certains appuis. C'est bien noté, docteur. Là, j'ai la question de monsieur. Une autre question, celle de M. Amani Nguessan. Bonjour madame pour votre brillant exposé. J'aimerais savoir s'il existe des outils nécessaires pour susciter l'innovation dans une PME. Donc, il pose la question de savoir s'il y a des outils qui sont indispensables pour susciter l'innovation dans une PME. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc la question de M. Amani. Je lis une autre question, hein, docteur, avant que vous ne preniez la parole. Ok, ça c'est toujours sur la transmission de la gestion locative. Il faut vraiment qu'on fasse une cartographie. Hein. Okay. Mais ça existe dans l'approche de la spécialisation intelligente. Quand on met en place ce type de stratégie, par exemple, là, on a été appelé par c'est venu du ministère de l'Innovation du Rwanda, mais par exemple, si on reçoit la demande, par exemple, de la Côte d'Ivoire, je pense au niveau institutionnel, ce serait soit la présidence, soit le cabinet du Premier ministre qui fait la demande à la Commission européenne. C'est un programme qu'on met en place et qui permet aussi de répondre à la première question qui vient d'être posée. Comment susciter l'innovation dans les PME? En suscitant, en leur permettant aussi d'avoir cet écosystème d'innovation autour qui est stimulé par des stratégies qui regardent l'écosystème, comme ce type de stratégie. La deuxième question. Bon, je regarde, c'est plutôt, je ne sais pas, c'est un partage d'expérience de M. Ibrahim Soumaïla. Face à la situation actuelle, nous étions confrontés à deux soucis. Nos matières premières provenaient de l'Asie et aussi nos clients majoritaires, c'est-à-dire les militaires français. Et ils étaient confinés. Nous étions donc obligés de nous adapter en changeant totalement pour l'instant notre activité. Nota bene, nous proposons des effets militaires. Donc, je crois que c'est une expérience qu'ils partagent. Ils ont dû voilà, s'adapter à la situation. Je crois que même il vous fait un petit coucou. Il dit qu'il salue la famille Dosso, qu'on assistait dans les années 2000 à l'aéroport international où il était agent d'accueil à l'époque. J'ai grandi à l'aéroport. Je traînais toujours là-bas, oui. Ben voilà, donc M. Soumaïla, voilà, c'était, je crois, un partage donc je crois qu'on peut répondre à la question de M. Amani Nguessan qui demandait s'il y avait des outils indispensables pour susciter l'innovation au niveau des PME. Bon, il a demandé s'il y avait des outils nécessaires pour susciter l'innovation. Alors, il y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect de l'action publique qui voudrait qu'on mette en place ce genre de stratégie pour faire attention à leurs besoins et les solutions innovantes. Mais à l'intérieur de la PME, c'est ce dont on vient de parler. Je pense qu'il faut qu'on résume, il faut qu'on synthétise un peu. Qu'est-ce qui est important? Il faut connaître son client. Bon, ça, je ne suis pas la première personne qui le dit. Mais dans les activités innovantes, le client n'est pas toujours celui qu'on voit immédiatement. Donc, il faut être capable de penser aussi à des clients qui n'y sont pas encore. Je vais revenir sur l'exemple de Africable. Mais il y avait déjà des taxis. Enfin, il suffisait juste d'augmenter le parc de taxis ou bien des choses. Mais ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait une demande de confort, une demande de sécurité et une demande de suivi qui n'était pas offerte par les taxis normaux. Donc, il a analysé, identifié un autre besoin, mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément fait l'analyse tout de suite, ça veut dire peut-être qu'il a regardé ce qui se passe à l'étranger. Donc, ces choses se mettent en place parce qu'on essaie de connaître le client, mais dans l'innovation, le client, ce n'est pas celui qui est immédiatement là. Dans l'innovation, le client, ça peut être au-delà. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis dans un cabinet comptable, mais c'est un cabinet comptable donc, qui aide les entreprises à faire. Donc, est-ce qu'ils offrent, par exemple, je dis quelque chose que j'ai vu qui existe, des petits cours de comptabilité pour les gens qui sont en troisième par SMS ou les gens qui sont en terminale dans les trucs, dans les choses techniques, etc.
Donc, est-ce qu'ils font des modules ou des offres à ce niveau-là aussi? Donc, l'innovation, c'est aussi avoir la capacité d'anticiper sur ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc, ne pensez pas à un client type simple. Pensez que ça peut être même le même client du taxi qui est aussi servi par cette même entreprise. Donc, c'est important. Donc, il y a la connaissance du client et comme j'ai dit, il faut faire votre profil de compétences. Vous allez voir, c'est pas facile. On a déjà demandé à des entreprises de s'asseoir et d'écrire qu'est-ce que vous savez faire. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, il faut que vous soyez capable au sein de votre entreprise de pouvoir définir les profils, peut-être plusieurs profils de vos clients, mais aussi de pouvoir bien définir vous-même vos propres compétences et les mettre en face de vos clients. Après, évidemment, il y a toute une stratégie de marketing qu'il faut mettre en place. Encore, là, je dis, si vous regardez les webinaires en ligne, il y a des petits tips sur comment améliorer sa présence marketing en ligne ou offrir d'autres produits. Mais pensez à tout ce que vous pouvez penser, mettre des publicités sur les motos qui passent pour votre cabinet ou utiliser les différentes choses. Il faut vraiment ouvrir l'esprit à dire, je peux utiliser tout ce qui est autour de moi à partir du moment où c'est légal, bien sûr. Non? Donc, connaître votre client, connaître vos compétences, pensez à anticiper. Une entreprise innovante ne peut pas dire qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain. Ça, nous, on appelle ça l'entrepreneuriat de nécessité. On fait une différence entre l'entrepreneuriat d'opportunité et l'entrepreneuriat de nécessité. En général, l'entrepreneur d'opportunité, il a une vision à long terme. Il essaie d'anticiper les besoins du marché ou bien il a vu quelque chose que les autres n'ont pas encore vu ailleurs ou par observation. Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, savoir ce que les autres font. C'est toujours la même dynamique en fonction du secteur où vous êtes. Très Mais bien. il y a des, Moussa, il faut qu'on soit honnête. Hein. Il y a des secteurs où c'est compliqué. Les hôtels, si les hôtels sont fermés, je ne vois pas comment un hôtel peut, par exemple, dans ce sens-là, c'est plus difficile pour eux de se reconvertir. Mais il y a sûrement d'autres reconversions. Et là, si vous me dites, je vais vous dire, je ne suis pas sûre qu'il n'existe pas d'innovation parce qu'il faudrait que j'aille voir en ligne. Au début, on pensait de la même chose des musées, des théâtres, des concerts. Mais maintenant, on voit acheter des gens acheter des tickets de concert en ligne pour rester en ligne chez eux pour participer au concert. Tout à fait. Donc, voilà, donc, il faut penser que le monde est plus grand que là où on est et aller chercher les solutions où elles sont. Et si vous avez des stratégies comme les types de stratégies intelligentes dans un pays ou dans une ville, ça devient beaucoup plus clair, on va dire. Ouais. C'est clair, c'est clair. Il ne faut pas se donner de limites, il faut avoir le courage de se poser des questions, d'interagir avec le client pour bien connaître son besoin. Là, vous preniez par exemple l'exemple de l'hôtel. Ben, c'est vrai, je viens dans un hôtel, c'est pour résider dans un hôtel, mais peut-être que je me déplace d'un pays à un autre par rapport à un besoin spécifique. Donc, si moi, en tant qu'hôtelier, j'arrive à faciliter cela, à combler en fait, à trouver un service peut-être qui va combler cette nécessité de présence physique, peut-être que je suis en train d'ouvrir un nouveau service qui peut être très intéressant pour mon activité, etc. Mais la première chose que j'irais voir, c'est Hôtel Innovative Hotel USA. C'est le premier truc que normalement tout le monde fait ça par réflexe. Donc, je vais voir quelles sont les choses que les gens ont dû mettre en place. Les compagnies aériennes vendent déjà des packages de tourisme ou de voyage pour l'année prochaine. Ouais. Donc, par exemple, elles anticipent que demain sera mieux. Donc, demain, monsieur, vous, mon client qui est normalement censé être mon client profil cette année, je vais le prendre comme mon client profil de l'année prochaine. Ça, c'est le cas, par exemple, des compagnies aériennes, agences de voyage, etc., etc. Pour les agences de voyage, j'ai eu la question aussi. Mais moi, je veux dire quelque chose encore, juste une dernière chose, c'est que avant les agences de voyage en Côte d'Ivoire, il y a 10 ans, non, moi, je cherchais, elles n'offraient pas forcément de séjour vert, de séjours bio, des packages combinés. On a vu progressivement, à cause du fait que les billets maintenant peuvent s'acheter en ligne, tout ça, donc c'est peut-être moins encore en Afrique, mais on a vu que ce type de tourisme-là pouvait intéresser à la fois les locaux et des gens qui sont au niveau international. Donc, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas juste la digitalisation. Ça peut être aussi l'intégration, par exemple, de pratiques vertes ou de modèles d'affaires verts, etc., etc.
pensez toujours dans votre environnement comment peut se servir. Donc, si je vais demander à mon client, mais toi, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ce que je te fais, tu aimes bien, ou bien tu aimerais qu'on facilite cette transaction d'une telle façon. Et on peut aussi parler avec le client pour savoir, surtout pour les entreprises de services. Ouais, ouais. En tout cas, ça me donne en tout cas personnellement l'idée peut-être d'arriver à conserver quelque part, peut-être sur une plateforme, un ensemble d'attitudes d'innovation que les entreprises, aussi bien en Afrique qu'à l'extérieur, ont pu mener dans divers secteurs d'activité. Hein, peut-être, docteur, c'est une action qu'on pourra déployer à la suite de ce webinaire, pourquoi pas, parce que je pense que quand je regarde au regard des questions, ou tel qui est pour telle chef d'entreprise qui est dans tel secteur d'activité, il souhaite voir quelles sont les possibilités d'innovation dont il dispose. Peut-être que si on lui présente un peu ce que certaines entreprises dans le même secteur ont pu déployer comme innovation, ça peut lui donner des idées qu'il peut adapter, bien entendu, à son contexte et à son marché. Voilà. Là, je lis encore la question de M. Kwaku Daniel qui dit être dans un cabinet de formation continue et il travaille à la digitalisation des stratégies de fidélisation. Quels conseils on peut lui donner? Je pense qu'on a abordé ces questions de ce type. Hein, M. Kwaku Daniel, si vous avez suivi depuis les débuts, peut-être pas. Mais en définitive, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous inscrire en tout cas dans une dynamique de questionnement, dans une approche de questionnement, d'analyse de votre situation, au niveau de vos compétences, au niveau de votre marché, quel est votre marché, c'est quoi votre client, c'est quoi votre clientèle, et qu'est-ce que la concurrence fait, quelles sont les utilisations alternatives de compétences que vous pouvez donc voilà, utiliser pour vous engager dans l'innovation, et bien entendu tout cela en vous appuyant sur les soutiens qu'offre l'écosystème en termes d'innovation dans votre pays. Donc, des structures comme la Chambre de commerce ou bien des structures privées comme Gaïa qui peut vous accompagner dans votre dynamique d'innovation. Voilà un peu. Alors, docteur, il est 11h35. On a dépassé pratiquement le terme de notre session de webinaire. Je rappelle qu'on a pu aborder la thématique qui est innovation, digitalisation, agilité des PME en Afrique dans le contexte de la COVID-19. Et vous avez pu intervenir sur 3 principaux axes, innovation et spécialisation intelligente dans le contexte de la COVID, innovation, digitalisation, agilité des PME, stratégie de spécialisation intelligente. Voilà, et en tout cas, moi, j'ai été servi. Mesdames et messieurs, si vous avez été servis, n'hésitez pas de faire le retour par chatbox. Peut-être la chose, une note de 1 à 10, qu'est-ce que vous donneriez à Dr Mafini, mais également à toute l'organisation, à la Chambre, y compris pour l'organisation de cette session de webinaire. Votre feedback là à chaud nous aiderait à voilà, apprécier voir le feedback que vous nous donnez. Hein, et là, je lis M. Laurence Absin, 10 sur 10. Kanyeba, 10. Ben, j'attends vos réactions, mesdames et messieurs. Monsieur Moïse, donc, il est arrivé en retard. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'enregistrement. À Madame Laurence Absin, excusez-moi, Madame, qui nous donne 10, Monsieur Tenke, 8. Logique Conseil, 9. Très bonne présentation, Monsieur Aziz Moussidikou, Kwaku Daniel 9 sur 10. Voilà, Madame. Je suis première de la classe, enfin. Ben voilà, 10, oui, Ibrahima Soumaïla 10, Adama 10, 9 sur 10, Amani Marcel. Ben, en tout cas, merci pour ces feedbacks. Voilà, docteur Mafini, merci à vous pour votre disponibilité. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre présence et votre participation active. Je reprécise les supports. Bien entendu, docteur, vous confirmez pouvoir nous les remettre? Oui, voilà, oui, le PDF. D'accord, donc les supports seront mis à disposition et puis en plus de cela, l'enregistrement complet pour vous permettre donc de revoir
cette session de webinaire. Docteur, si vous avez un dernier mot, allez-y, avant qu'on clore la... Non, je voudrais juste profiter encore pour dire merci beaucoup à tous les participants et vraiment, j'ai eu l'impression, même si je n'ai pas été dans l'avion, d'avoir pris l'avion et d'être allée en Côte d'Ivoire et vraiment, je suis très contente parce que c'est une chose de travailler sur l'économie de l'innovation dans différents pays africains, c'est autre chose, un challenge que j'aimerais relever, de montrer qu'en Côte d'Ivoire aussi, ça peut se faire parce qu'on a les compétences et on a les capacités. Donc, merci beaucoup. J'espère que c'est juste une porte qui a été ouverte et que maintenant, on va pouvoir aider encore plus nos PME et nos entrepreneurs avec le concours de tous les différents acteurs. Donc, je suis qu'un acteur parmi tant d'autres et c'est vous les acteurs principaux. Merci. Merci, docteur. Alors, les supports vous seront envoyés par mail, mesdames et messieurs. Il y en a qui posent la question. On a vos mails, vous êtes enregistrés avec vos adresses email, donc ne vous inquiétez pas. On vous les enverra par mail en même temps que le lien d'enregistrement. Merci encore une fois, docteur. Et merci beaucoup de courage en Espagne. Voilà. Merci beaucoup à la Chambre de commerce et de l'industrie. Et j'ai pas eu l'occasion de voir Serge et le président Touré, mais je voudrais vraiment vous remercier. Ça fait près de 7-8 ans que je suis la CCI. Vous avez fait des progrès incroyables et vous êtes positionné comme un acteur indispensable dans l'écosystème. Donc, c'est à vous aussi et aux PME qu'on doit dire merci pour l'organisation de ce séminaire, mais aussi pour tout le travail incroyable qui a été fait depuis des années. Je vous dis, je suis depuis déjà quelques années. Donc, bravo à la CCI. Merci. Allez, bye bye, mesdames et messieurs. Stay safe. Voilà. Bonne fin de journée à vous et on maintient le contact. À très bientôt pour un autre rendez-vous de session de webinaire. Au revoir. Be blessed. Hasta luego.